C'est à la fois ce côté souvenir de paysage. Moi, c'est vrai qu'en faisant des relevés terrain sur les espaces trail, mais on découvre des endroits mais magnifiques. On a un pays magnifique, des endroits insoupçonnés. Où on a vraiment des pépites. Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Trail Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans ce podcast, j'essaie de faire parler toutes les personnalités qui constituent la communauté du trail running, que ce soit les organisateurs de courses, les bénévoles, les coureurs de milieu ou de fin de peloton, les athlètes élites, et j'espère remplir ce rôle à la hauteur de vos attentes. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à une personnalité du trail running assez discrète qui est présente depuis de nombreuses années, qui est une des pionnières de cette discipline et elle est à l'origine d'une des plateformes qui facilite et qui facilitera encore la vie de cette communauté de trailers et j'ai nommé la plateforme 13 de Trail. Mais avant de passer à la présentation de mon invité du jour, je voulais vous faire passer un petit message. Je tiens à remercier notre nouvelle Patreon, Tiffen Dujardin, qui a rejoint la communauté des Patreons et je suis très heureux de la recevoir et je la remercie pour son soutien, sa générosité et l'apport qu'elle donne au LTP afin qu'il puisse être le plus indépendant et le plus autonome possible. Comme je le dis à chaque fois, si vous joignez la communauté des Patreons, vous bénéficierez des épisodes en avant-première, des petites vidéos de mes sorties, de mes courses que je propose, rien que pour vous. Vous aurez également la possibilité de participer aux visios que l'on réalise à peu près tous les trimestres, et puis aux événements que l'on fait, sur les événements sur lesquels on se croise, et puis bien évidemment vous aurez la possibilité de participer au forum, aux échanges et à intégrer cette communauté de trailers passionnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/let's try le podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois la fondatrice depuis mars 2013 de l'agence Yumigo qui propose aux collectivités un accompagnement complet pour la valorisation des activités pleine nature de leur territoire. Et elle est par ailleurs la fondatrice de Traces de Trail, le site internet et l'appli mobile bien connu de tous les trailers ou presque et qui permet de consulter, partager et télécharger les fameuses traces GPS de parcours. Elles sont chères à nos montres connectées et à nos envies de découverte. Elle est également à l'origine du concept des 30 espaces trail que l'on retrouve un peu partout sur le territoire. Mais mon invité est également une traileuse aguerrie avec quelques résultats particulièrement remarquables comme une victoire sur le 47 km du Trail de Haute-Provence et une deuxième place lors de l'OCC en 2015. Elle termine également seconde de l'Intégrale d'Écosse et troisième de l'Eco-Trail de Paris en 2017. Nous évoquerons son histoire de vie, la genèse de la création de Traces de Trail, ses plus belles et pires expériences de trail et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Cécile Lefebvre. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Lefebvre. Salut Cécile, excuse-moi, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Oui, salut Nicolas, merci bien, merci de cette invitation, c'est avec plaisir. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Alors, dans un premier temps, je voulais remercier Aurélie Toquet qui m'a sollicité pour te contacter. Et donc, c'est grâce à elle que l'on s'entretient tous les deux aujourd'hui. Cécile, dans un premier temps, et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc Cécile Lefebvre, j'ai lancé Traces de Trail et les espaces trail il y a maintenant 7 ans. Voilà, je suis traileuse depuis un peu plus de 20 ans. J'ai 41 ans très prochainement. Je suis maman de 3 enfants qui ont entre 10 et 14 ans et je suis mariée et j'habite sur Charavine, un petit village entre Lyon et Grenoble. Parfait. Présentation au top. Je te remercie, Cécile, c'est impeccable. Comme tu le sais, puisque tu m'as dit que tu avais écouté certains des épisodes du LTP, j'aime bien commencer par le début dans le podcast. Est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, des frères, des sœurs, au niveau familial? Est-ce que tu étais dans un environnement sportif, etc. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de ton enfance? Ouais.
Alors, et ben, donc j'ai grandi pas très loin de là où j'habite, puisque j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Moiran, un peu plus proche de Grenoble. J'ai grandi dans une famille avec un papa médecin et une maman sage-femme, donc dans un milieu, on va dire, médical, tourné vers le lien avec les autres. Voilà, j'ai 3 sœurs, donc 4 Mhm. filles, donc un environnement de filles, mais on a développé chacune notre passion. Voilà, j'ai une sœur qui est prof de percussion. J'ai une autre sœur qui est pilote de chasse et j'ai une petite sœur qui est dans le domaine de l'équitation. Et donc moi, dans le domaine de la course à pied, voilà, on avait Ah, c'est chacune, je éclectique, hein. dirais, nos passions, voilà. Et ce qui a fait aussi la richesse aussi de cette, voilà, notre jeunesse, notre adolescence, parce qu'on avait toutes des passions différentes. Voilà, la passion de la course à pied, en fait, moi, elle est venue de mon papa qui pratiquait le trail déjà dans les années 90. Et puis, quand j'étais petite, souvent le midi, dans sa pause de midi, moi je rentrais manger à la maison et lui, entre deux consultations, deux visites, il stoppait, il mettait les baskets et il partait courir pour s'entraîner. Et souvent, je prenais le vélo et au lieu de manger, je partais avec lui faire son petit tour de footing pour l'accompagner. Et puis, voilà, il m'a amené sur des petites courses. Et puis, il nous a toujours aussi, il nous a fait grandir dans un milieu un peu montagne parce que le week-end, on allait souvent en montagne. Et il y a cette passion, de la Mhm. course à pied, à la fois de la course à pied et puis de la montagne, qui est venue comme ça, que j'ai laissé peut-être un petit peu de côté quand j'ai grandi à l'adolescence. Et puis, c'est au moment de mes études où finalement voilà, je fais une prépa, j'avais plus la tête dans le guidon. Et pour sortir de ça, pour m'évader un petit peu, mon papa m'a emmené courir en montagne. Et voilà, à 18 ans, j'ai découvert le trail comme ça. J'ai découvert ce côté très dur, parce que je me souviens très bien de ma première sortie trail avec lui. Je crois que voilà, je sais pas ce que j'aurais fait sur le coup, mais voilà, à la fin de cette sortie, finalement, c'est comme à chaque fin de trail quand c'est très dur. Et en fait, on retient que le côté positif, que les bonnes choses, et on a juste envie d'y retourner. Et voilà, donc cette passion du trail est venue avec mon papa et comme ça. Et lui avait déjà. Donc c'était en quelle année? C'était aux alentours de quelle année? Est-ce qu'il avait euh, dans l'idée qu'il faisait du trail à ce moment-là ou c'était uniquement courir en montagne et point barre? Alors, c'est vrai que alors moi, c'était en 98, hein, où j'ai vraiment commencé, à courir avec lui. Lui, c'était les années 90, je dirais, alors il y avait le Grand-Duc de Chartreuse, hein, moi j'allais le voir courir, il a fait 3 fois le Grand-Duc de Chartreuse. À ce moment-là, moi, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel, hein, et ça reste quelque chose d'exceptionnel. Voilà, on est à 80 kilomètres. Mais c'est vrai que, alors si, c'était déjà du trail, hein, mais c'est pas le trail enfin voilà, c'était beaucoup plus confidentiel. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le C'était trail les en pionniers. 98, c'est ça. Souvent, c'est vrai que je me rappelle aller voir mon papa en 95 courir le Grand Duc de Chartreuse, et je me souviens du premier, hein, Georges Gall, qui impressionnant, premier, enfin il a gagné plusieurs éditions du Grand-Duc, mais voilà, c'était le montagnard un peu trapu avec sa moustache, et c'était top. Enfin, voilà, je dirais à ce moment-là, c'était plus le trail, c'était plus le côté, voilà, c'était des montagnards en fait, qui étaient plus là pour courir. Mon papa vient de la montagne, Mhm. hein, voilà, il a baigné dans ce milieu-là, et la course à pied, c'était une façon aussi de s'entretenir pour aller faire de l'alpinisme. Et le trail est venu comme ça naturellement, je dirais. Donc, euh, donc voilà, effectivement, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, dans le sens où c'était beaucoup plus confidentiel. Et au départ des courses, on avait, voilà, c'était peut-être un peu plus un profil un peu plus montagne, ouais.
Mmh. Pardon, on va revenir sur cet aspect un peu plus début du trail te concernant un peu plus tard, mais pour bien comprendre un peu comment tu as évolué et notamment au niveau professionnel, et ce qui va nous amener au prochain sujet qui est 13 de trail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Mmh. période un peu adolescence? Comment tu t'imaginais? Qu'est-ce que tu as enclenché comme études et qu'est-ce que tu voulais devenir? Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai toujours, aimé le sport déjà, hein, je suis venue un peu tardivement à la course à pied, à part, voilà, les petites courses. Mon papa m'a emmenée quand j'étais petite, faire les courses. J'ai touché un peu à tout type de sport, au basket, au judo, et puis en fait, je me suis rendu compte que, bah, à chaque fois, j'étais bonne en course à pied. J'étais endurante en fait. Et puis, ben, c'est vers l'âge de Mhm. 14-15 ans, je me suis dit, ben, finalement, ces sports, c'est bien. Il y avait des esprits, voilà, des mentalités qui me convenaient pas trop non plus. Je me retrouvais pas toujours dans ces sports-là. Et ben, voilà, à 15 ans, je me suis dit, en fait, finalement, je suis assez endurante. J'aime bien quand il y a les crosses du collège ou du lycée. Ben, allons frapper à la porte du club local pour voir, voilà. Et je me suis mise à courir à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais pas du tout à me dire demain je travaillerai dans ce domaine. J'étais plus tournée vers le développement local. J'avais envie d'apporter quelque chose aux autres. Et je suis partie dans Mhm. des études d'ingénieur agronome pour faire du développement local. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait D'accord. une prépa et je suis partie en école d'ingénieur. Et j'ai commencé au niveau professionnel à travailler à l'ADASEA, puis à la Chambre d'agriculture, dans ce domaine-là. Donc tu te lances, tu passes ton diplôme d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous expliquer tes premiers pas professionnels et puis logiquement ton arrivée à la création de Yumigo et donc de 13 the Trail? Mhm. Et ben en fait bah, j'ai été donc j'ai travaillé en tant qu'ingénieur agronome sur le développement de l'agriculture en fait, hein. Donc tout le tissu, mon métier était vraiment de travailler sur le développement de l'agriculture, l'installation de jeunes agriculteurs, la transmission et l'exploitation parce que c'est un enjeu aujourd'hui. Voilà, j'ai aussi bah, travaillé dans les milieux montagnards sur la gestion d'associations foncières pastorales. On gère en fait des milieux pastoraux. Et puis, ben voilà, en évoluant, je suis passée sur l'accompagnement aussi de créateurs d'entreprises en milieu rural. Donc des agriculteurs et puis des gens qui avaient aussi D'accord. un projet agricole, mais pas que. Et puis à ce moment-là, en fait, avec mon mari qui court, Tu étais entrepreneuse toi-même à ce moment-là? non, pas spécialement. Et donc mon mari court aussi, hein, est passionné de trail comme moi. Et en 2012, bah, il s'est dit, tiens, je vais coder un site internet, je vais apprendre à coder un site internet. Et puis bah, on s'est dit, ben, sur quoi? Quel sujet? Donc voilà, il travaillait dans la cartographie. On s'est dit, ben, pourquoi pas lancer un site dédié au parcours de trail, parce que c'est vrai que quand nous on voulait partir faire des parcours, ben, il y avait des sites un petit peu pour toutes les pratiques, mais il n'y a pas de site juste dédié au trail. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée Il de y avait Trace de Trail. Visio Rando, il me semble, à l'époque. Oui, mais voilà, c'est des sites qui sont multi-disciplines. On ne trouve pas Mhm, forcément mhm. que des parcours de trail. Donc c'est vrai que quand on est trailer et qu'on cherche à faire ben, un parcours de trail, type trail, ben c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément simple de retrouver exactement à cette époque-là, c'était pas simple d'avoir des parcours type trail uniquement. Et donc on est Mhm. parti là-dessus. Et au bout d'un an, quand le site bah, quand on a cliqué pour mettre en ligne le site, je me suis dit, bah, il est quand même sympa ce site. Et donc, bah, ce serait bien peut-être de le faire connaître un petit peu, que les trailers puissent l'utiliser. Et puis, ben, voilà, je connaissais l'organisateur de l'Ultra Trail du Vercors. Et puis voilà, deux, trois personnes. Donc, j'aurais demandé de tester le site. Et puis, ça a bien plu. Et le site est parti comme ça. Voilà, rapidement, en fait, on a eu des demandes d'organisateurs pour cartographier leur parcours, faire des prestations. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être l'occasion, à mon tour, d'avoir une expérience en fait d'entrepreneuriat, puisque
j'accompagne les entrepreneurs, mais c'est peut-être aussi Mhm. une façon d'avoir ma propre expérience. Et dans ce cas-là, on peut mieux conseiller les gens. Et du coup, je suis partie à créer une petite entreprise pour répondre à ces besoins-là. Et puis, ben voilà, après, Très bien. ça a rapidement évolué. Hmm. Première question qui me vient à l'époque, donc tu disais, il n'y en avait pas du tout de site internet dédié à à cette solution-là, donc de traces à proprement liées au trail. Mhm. Sur quelle base vous vous êtes appuyé? Donc tu disais que ton mari travaillait dans la cartographie. Sur quelle base cartographique vous vous êtes appuyé au départ? Alors, en fait, il y avait des sites de cartographie, mais pas des sites dédiés au parcours de trail en eux-mêmes. Mhm. Donc, on s'est appuyé, voilà, sur les fonds de cartes. Nous, on aime bien travailler avec les fonds IGN, hein, donc avec des flux géoportail. Mhm. Et en fait, ben, la base de traces de trail s'est alimentée progressivement avec ben, les contributions de tout le monde, puisque c'est un site grand public, hein, où on peut aller tracer des parcours, rechercher des parcours, mais voilà, tout le monde peut être contributeur. Donc voilà, Mhm. ça a été alimenté, je dirais, à la fois par des organisateurs qui ont trouvé un outil pour cartographier et présenter leur parcours aux trailers, et puis à la fois les trailers qui viennent ben, poser leur parcours. Et voilà. Donc, euh, donc ça s'est fait, je dirais, de notre côté, naturellement. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans la création de ce site internet? Est-ce que tu te rappelles un petit peu de la partie plus technique? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je dirais, alors, il n'y a pas de points particulièrement techniques qui nous ont posé problème. C'est plus le fait de dire, voilà, on est sur un site grand public où les gens peuvent aller tracer, rechercher des parcours. Donc c'est plus hein, la vigilance à se dire, voilà, on met à disposition des outils pour permettre aux gens ben, à la fois d'avoir des outils complets pour tracer, mais aussi, par exemple, voilà, je vais chercher une idée de parcours, je vois que quelqu'un a déposé un parcours, lui mettre des indicateurs de qualité de trace, pouvoir lui permettre de contacter l'auteur de la trace pour lui demander peut-être des précisions avant de réaliser le parcours. Voilà, c'est un peu tout cet environnement pour avoir quelque chose de complet pour les utilisateurs, pour que voilà qu'on passe pas à côté de gérer d'outils manquants pour l'expérience de l'utilisateur. Voilà. Après, en fait, le site, il a évolué. Souvent, je repense à la première version du site qui est complètement à l'opposé aujourd'hui du site tel qu'il est. Mais en fait, voilà, on a, bah, et puis c'est toujours comme ça, en fait, on a fait évoluer le site en fonction ben, des retours des trailers, des organisateurs. C'est, voilà, et puis de notre expérience de trailer nous-mêmes. Hein. Et voilà, le site s'est enrichi naturellement, progressivement de tous les besoins qui ont été exprimés. Alors, c'est rigolo parce que il a été créé aux alentours de 2012-2013. C'est la période à laquelle moi je me suis lancé dans le trail. Et je me rappelle avec mon ami Thomas aller sur 13 de trail au tout début, aux alentours des années Mm. 2013-2014. Et c'était déjà quand même quelque chose qui détonnait puisqu'on n'avait pas l'habitude de pouvoir retrouver les traces comme ça. Et c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien, hein, notamment avec le téléchargement déjà des traces GPX et tout. Ça fonctionnait quand même, hein. C'était chouette, hein. Mm. Ah ben on était fiers, hein. On était fiers de notre première version, comme on était fiers à chaque fois de nos nouvelles versions. Mais plus on avance et quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit oh là là, ça c'était la première version du site où ça nous paraît, euh, ça nous paraît complètement dépassé. Et puis là, on prépare une nouvelle mise à jour aussi du site hein, avec encore des nouvelles choses. Donc voilà, peut-être que dans un an, on se dira oh, la version actuelle était pas si top que ça. Voilà. En fait, en permanence, on aime bien, voilà, on reste pas sur des acquis, on aime bien innover. On est comme ça, on a besoin d'avancer et d'être toujours à l'écoute bah, voilà, des attentes. C'est ça qui nous passionne, hein, qui nous motive. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui reste figé. On aime bien apporter ces nouveautés en permanence. Ouais.
En plus, étant donné les nouveautés technologiques liées au développement des sites internet et tout, je pense qu'il y a de quoi faire avec les applis mobiles et tout ça. Je pense que vous ne devez pas vous ennuyer. Tout à l'heure, tu disais que tu avais voulu tu as voulu passer au statut d'entrepreneur et que tu as créé ton entreprise, vous avez créé votre entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quelle base, notamment commerciale et de rentrée d'argent, vous vous êtes basé au début pour lancer l'activité? Alors, je dirais, on est un mauvais exemple en termes d'entrepreneuriat. C'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. On pourrait peut-être dire comme ça dans mon conseil d'entreprise. Aux entrepreneurs, je leur disais travaillez bien votre business model, etc. Et je te dirais que j'en ai jamais fait un pour pour Trace the Trail. On n'est pas un bon exemple d'entrepreneuriat parce que justement, en fait, nous, on est parti un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on est juste parti à la base d'un partage d'une passion, juste un partage de site web et on n'avait pas du tout en tête ce souhait voilà d'en faire une entreprise clairement. Et je dirais notre aventure entrepreneuriale est faite de petites choses, de petites choses supplémentaires. C'est-à-dire que voilà à ce moment-là, l'ITRA se lançait aussi ça a contribué aussi au développement de notre site, c'est-à-dire que 4 mois après le lancement, l'ITRA s'est rapproché de nous pour certifier et évaluer toutes les courses dans le monde. Et c'est notre partenaire depuis ce moment-là, et c'est juste génial, mais ça nous a, voilà, ça a accéléré aussi le développement du site. Voilà, et puis en parallèle, les parcours permanent trail se lançaient. Euh, Premier contact Chamonix qui nous dit voilà, nous on a besoin d'ouvrir, fermer des parcours, mettre des messages alertes sur les parcours. Et c'est parti de là, en fait, aussi cet accompagnement d'espace permanent de trail. Et puis après, on a rajouté aussi notre touche personnelle, c'est-à-dire que moi, je viens du développement local à la base, hein, aménagement du territoire. Et la création d'espace trail, on est pile là-dedans. Ça allie à la fois ma passion du trail et puis le développement des territoires. Et donc c'est juste, voilà, c'est juste génial. On apporte en plus de Traces de Trail ce côté accompagnement à la création de parcours de trail sur les territoires, mais avec je dirais cette entrée développement local où on va concevoir à chaque fois, c'est un nouveau projet, on se projette, on essaie de voir quels sont les atouts, les contraintes des territoires, son identité, pour créer une offre qui corresponde. Donc, euh, donc voilà, en fait, on est parti vraiment du site web et on a répondu aux attentes. On a senti rapidement qu'il y avait des attentes au niveau des organisateurs en termes de cartographie, donc on a répondu à cette attente. Et puis on a vu aussi cette attente sur les parcours permanents de trail. Et puis, il y a 3 ans, 4 ans, on nous a fait aussi, on a exprimé aussi des attentes en matière d'activité de pleine nature, de manière plus générale. C'est-à-dire que, en fait, voilà, les trailers ne pratiquent pas que le trail. Et on est sur des gens beaucoup en famille. Et quand ils se déplacent pour pratiquer le trail, ils se déplacent en famille. Et c'est bien de voir qu'on peut pratiquer le trail, mais qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, on travaille avec les collectivités aussi sur la mise en valeur de toutes les activités pleine nature du territoire. Et ça, voilà, ça a été, c'était pas au départ de l'entreprise. Et c'est maintenant, voilà, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille dessus. Et c'est pour ça que Trace the Trail, initialement, l'entreprise s'appelait Trace the Trail. Et depuis l'année dernière, l'entreprise s'appelle maintenant Yumigo pour voilà, avoir cette vision plus large. Trace the Trail reste bien notre marque, voilà, et pour le trail, ça reste bien la marque de référence, mais l'entreprise en elle-même a changé de nom pour apporter cette vision plus globale, plus large de ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de notre société. Très bien. Euh, J'aimerais malgré tout que m'arrêter un petit peu sur le business model de Trace de Trail, si tu veux bien. Mhm. Comment fonctionnent vous fonctionnez plutôt avec des partenariats avec les régions pour les rentrées d'argent ou avec les marques? Comment ça se passe? Alors non, en fait, on a plusieurs, effectivement, en termes je dirais, si on s'arrête sur le business model, on a plusieurs choses. Il y a déjà, voilà, au niveau du site web et de l'application mobile, hein, le site web Trace de Trail, l'appli Trail Connect, en fait, voilà, ce sont des outils où on a de l'utilisation gratuite. Et puis, on a des systèmes d'abonnement pour, voilà, répondre, je dirais, aux besoins de chacun. On peut utiliser gratuitement, mais on peut aussi avoir des fonctionnalités complémentaires.
Donc ça, c'est une première partie de notre volet économique. Mais donc voilà, on a géré ces outils grand public avec des abonnements grand public. On travaille avec les organisateurs. Pareil, là, c'est le même principe. L'idée, c'est vraiment de laisser libre, voilà, celui qui veut utiliser le site gratuitement, il peut utiliser le site gratuitement. Celui qui veut des abonnements pour avoir des éléments en plus poussés, il peut. Et on va jusqu'à de la prestation de la sous-traitance. On travaille aujourd'hui avec des organisateurs, on fait toute la cartographie pour leurs courses. Donc voilà, pareil, on a des différents niveaux de prestation. Et puis après, on bosse avec les collectivités sur la mise en place d'espaces trail et sur la mise en place aussi d'outils numériques, sites web, applications mobiles. Donc là, c'est de la prestation au territoire, aux collectivités. Voilà, donc c'est vraiment basé. Ouais. Après, on a peu de partenariats. Oui, non, donc on n'a pas de, on a des partenariats, mais d'un point de vue économique, voilà, ce sont pas des partenariats économiques. Voilà, c'est vrai que sur notre site aussi, Trace de Trail, c'est un peu particulier. On n'a pas un fonctionnement de site web classique, enfin classique, avec j'irais, de la rémunération par la publicité. Ça n'a pas été, dès le départ, c'est un choix qu'on a fait. On ne voulait pas avoir un site web un peu publicitaire parce qu'on a axé vraiment sur la qualité et on voulait avoir un minimum de publicité. La seule publicité qu'on peut avoir, on en a un petit peu, c'est plus directement en lien avec le trail, des courses, des événements. Voilà, mais ça, voilà, c'était vraiment un parti pris dès le départ de dire en fait, non, on veut pas avoir un site classique avec une rémunération classique. On veut pas, parce qu'on veut pas non plus vendre, enfin vendre entre guillemets n'importe quoi. Je veux pas être négatif comme ça, mais bon, on voulait pas dépendre de ça. Donc on est plus parti sur développer de la prestation et garder un site, voilà, le plus épuré possible et à ce niveau-là. Très bien. On voit que c'est un domaine qui est assez concurrentiel aujourd'hui. Alors à l'époque où vous êtes lancé, vous étiez, on va dire, seul sur le marché, sur ce marché-là, mais aujourd'hui il y a quand même pas mal d'acteurs. Euh, alors je sais que c'est pas évident de parler comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui fait la force de Trace de Trail aujourd'hui? Ouais. Je dirais, aujourd'hui notre force, alors voilà, comme je disais, on innove en permanence. C'est pas des outils figés dans le temps, ils évoluent régulièrement. Ça, je pense que c'est une de nos forces en fait, hein, c'est d'être toujours en avance. Voilà, c'est vaut mieux être copié que qu'être copieur peut-être. Voilà, et c'est Mhm. plus notre ADN d'être voilà, d'être en fait on est passionné, on connaît le trail, donc comme je disais on a déjà notre propre expérience qui fait que on développe des outils qui nous semblent correspondre aux besoins des trailers et puis on est aussi à l'écoute des trailers, des organisateurs, etc. Donc voilà, il y a cette marche en avant régulière et cette évolution régulière. Après, je pense que la force aussi, c'est qu'on a développé un environnement pour les organisateurs, pour tracer leur parcours et pour présenter les parcours aux trailers. Je pense on a pas mal travaillé là-dessus. On apporte des choses qui sont peut-être un peu différentes des sites web de nos confrères. Voilà, je pense que l'aspect course et voilà, apport d'informations précises pour les trailers pour préparer leur course est un élément aussi important voilà, de nos atouts au niveau de Trace de Trail. Trail Connect voilà, embarque aussi beaucoup de fonctionnalités. On a pas mal de choses, on a du CV Live, on a de la 3D, de la réalité augmentée, etc. Qui alors ça on peut peut-être être vu comme aussi peut-être un site et une appli un peu complexe. Parce que justement, il y a aussi toute cette richesse d'outils. Donc c'est vrai que c'est là où pour nous aussi ça peut être un petit peu délicat, c'est arriver à jauger parce que voilà, plus on nous demande de fonctionnalités, plus on rajoute des choses, mais plus il faut rentrer aussi dans les Mhm. outils pour les prendre en main. Donc ça peut être un petit peu la limite, mais voilà, on essaye d'y travailler pour rendre Mhm. les outils les plus simples possibles malgré tout, mais avec voilà, en
en n'enlevant pas de fonctionnalités qui sont voilà, utiles pour les trailers. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous décrire un petit peu comment vous êtes organisé aujourd'hui, combien de personnes sont présentes dans l'entreprise et nous dresser le tableau de votre organisation? Alors on est une petite entreprise, hein, puisqu'on est quatre. Quatre. On a aussi des partenaires et prestataires, hein, qui travaillent avec nous. Alors moi, je m'occupe de la gestion générale, de tout le volet études aussi, quand on crée des espaces trail. C'est moi qui m'occupe de ce volet-là. On a Jean-Philippe qui s'occupe de toute la partie développement web et applications mobiles. On a Thomas Jean-Philippe, c'est ton qui est mari? là. Ouais, c'est mon mari. Donc voilà. On a D'accord. Thomas qui travaille avec nous aussi, qui fait tout l'appui technique, cartographie, saisie des données, et puis qui est là aussi en termes de com, hein, qui appuie en termes de com. Et puis on a Anaya qui travaille, qui est graphiste et qui apporte ses compétences à ce niveau-là. Après, on travaille aussi avec donc sur la partie, parce qu'on a voilà, on a une partie prestation, hein, on fait des relevés terrain, des plans de balisage, etc. Donc là, on a aussi on a Anthony Gué qui travaille avec nous, qui est ultra trailer, qui est entrepreneur aussi et qui nous accompagne depuis 3 ans maintenant là. Voilà. Ok. Et tu disais que vous faites des relevés topographiques sur place, alors vous vous limitez pas qu'à travailler sur les bases IGN ou de portail? Ah non, disons que le trail, c'est sur le terrain. Donc, on aime bien être côté terrain aussi. Non, c'est sur les espaces trail. On est aussi, voilà, quand on crée des parcours de trail, on va les vérifier avant de les sortir, de les mettre en place et de les proposer, hein. Donc, on fait les parcours, on va les vérifier la qualité, on collecte toutes les données et puis on établit les plans de balisage pour définir où est-ce qu'il faut du balisage, comment il doit être posé, les supports qui manquent, etc. Donc on a effectivement cette partie terrain qui est importante parce que ça permet de voilà, derrière avoir une offre qualitative pour les territoires. Voilà. Par contre, côté trace de trail, site grand public, on reste effectivement uniquement sur de la cartographie à distance, puisque là, tout le monde peut tracer des parcours, rechercher les idées de parcours. Voilà. Et nous, notre travail là-dessus, c'est vraiment mettre à disposition des outils. Et on a aussi un volet modération, hein, des parcours. Voilà, on s'assure de la qualité des parcours, mais on ne peut pas les vérifier. Donc ça, c'est vraiment chaque auteur de trace qui pose son parcours et qui doit le faire. Tu en as parlé tout à l'heure légèrement. Votre relation avec les organisateurs de courses, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. Euh, alors, de manière assez générale, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous apporte et ce que vous apportez aux organisations de courses? Et déjà, est-ce que vous avez des relations avec toutes les courses ou une majorité, une minorité? C'est quoi le tableau? Alors aujourd'hui, on a plus de 8000 organisateurs qui utilisent notre site. Donc en France et à l'étranger, hein. Donc je pourrais pas te dire qu'on connaît tout le monde, loin de là. Mais voilà, c'est Mhm. vrai qu'en fait, les organisateurs, je dirais, c'est important pour nous déjà parce que dès le départ, on a eu ce contact-là. On a eu cette entrée en fait organisateur et on a senti aussi qu'il y avait une demande, des besoins en termes d'outils. Donc c'est vrai qu'ils nous apportent déjà beaucoup parce qu'on est en contact avec beaucoup d'entre eux et on voit les besoins. C'est important. Enfin voilà, nous on est trailer, on va participer à des courses et on voit bien que quand on participe à une course, on a besoin de la préparer cette course et on a besoin de connaître toutes les données techniques. Voilà. Et moi je me souviens d'il y a 10 ans, 11 ans, je me souviens d'une course. À ce moment-là, on n'avait pas de site, on cartographie à la main, hein. Et je me souviens d'avoir vu, il manquait 10 kilomètres, ils annonçaient 49 kilomètres et en fait il y en avait 59. On l'avait vu
en travaillant notre parcours avant sur carte. Oui, Et ça fait un effectivement, gros sur pourcentage. alors c'était il y a un moment, c'était même pas il y a 10 ans, c'était il y a 15 ans à peu près. Et c'est vrai que, enfin voilà, Mhm. nous on a ce côté, on a besoin en tant que trailer de pouvoir préparer notre course. Et du coup, c'est vrai que les organisateurs ont ce besoin-là indirectement, puisqu'il faut que voilà, qu'ils aient Mhm. tous les outils pour présenter. Donc c'est vrai que voilà, ils nous apportent, enfin c'est important pour nous cette relation parce que je dirais voilà, indirectement comme ça on est au contact des coureurs aussi, on est au contact des attentes qu'il y a. Et puis ben, depuis le départ on travaille avec eux. Je dirais humainement, c'est important pour moi aussi. Je viens du développement local et c'est vrai qu'être derrière un site web pour moi c'est bien, mais ça, il manque quelque chose, hein. Comme je disais, ben, voilà, on a le trail, c'est sur le terrain. Et ben, on a lancé le team Trace the Trail pour ça aussi, hein, pour avoir ce côté-là. Mais c'est vrai que ce contact avec les organisateurs, moi humainement, m'apporte beaucoup. Et les organisateurs, depuis 7 ans, on travaille avec eux. Et c'est ben voilà, c'est des belles aventures humaines parce que voilà, on partage aussi, gérer leur quotidien d'organisateur. On est à l'écoute, on essaie de les accompagner à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment réciproque. Je pense qu'on leur apporte des outils indispensables. Et moi, je trouve qu'ils nous apportent, voilà, bah, ils nous apportent déjà en termes de visibilité, puisque quand ils utilisent notre site, hein, concrètement, les trailers visualisent aussi notre site, hein. Ça, c'est très clair. Mais en fait, moi, surtout, ils m'apportent humainement, parce que j'ai rencontré des belles personnes et des super organisateurs. Et c'est ce qui fait ben, aussi notre motivation au quotidien à travailler sur Retrace the Trail. On les salue, hein, tous les organisateurs de courses grandes, moins grandes, qui ont souffert ces derniers mois et depuis mars 2020. Comment tu as ressenti toute cette période un peu compliquée pour eux là? Ben, c'est vrai que nous, bah, enfin voilà, j'ai eu beaucoup d'empathie pour eux parce que voilà, nous, c'est une partie de notre activité aujourd'hui, clairement, hein. On ne dépend pas que de notre travail avec les organisateurs. Donc, c'est vrai qu'à notre niveau, cette période n'a pas été spécialement compliquée. Mais par contre, j'ai bien vu effectivement toutes les courses avec qui on travaille, qui ont dû annuler, reporter, toutes ces incertitudes aussi. Est-ce qu'on va pouvoir dans un mois, dans 2 mois, l'organiser? C'est vrai que voilà, ça m'a quand même touchée parce qu'on voit, il y a différents niveaux d'organisateurs aussi, hein. Il y a ceux qui en vivent, pour qui ben, c'est important quand même. Et puis, il y a aussi toutes les petites associations, les petites courses, pour qui ben, c'est quand même voilà, déjà une vie de village, une vie locale qui n'a pas lieu. Et puis, c'est aussi ben, un peu de bénéfice pour une association voilà, qui ne rentre pas aussi. Donc, c'est vrai qu'à un autre niveau, on a essayé de les accompagner et puis ben voilà, essayer de relancer aussi un peu en termes de communication quand ça repart. Mais voilà, je dirais on a été un peu à leur côté, mais ben, un peu démunis de toute façon par la situation. On ne peut pas faire grand-chose. Mais on est bien content. C'est vrai que Mhm. voilà, on est content de voir que ça peut repartir. C'est cool. Et voilà. Ok, c'est chouette. Euh, Tu en as parlé également tout à l'heure à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse et des raisons? Donc, je pense que les raisons sont liées à ta formation et à ton poste dans l'aménagement du territoire, mais vous êtes à l'origine de 30 espaces trail au travers le territoire. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce concept et des premiers moments de la création de cette aventure Mm. espace trail? Alors bah, je dirais la genèse, c'était vraiment avec Chamonix. Parce que bah, on était en contact avec l'organisateur du Trail des Aiguilles Rouges. Et puis bon, pour discuter de sa Mhm. course. Et puis il nous a mis en relation avec la communauté de communes en disant mais attendez, en fait, on lance aussi des parcours de trail et on a besoin d'outils. Et c'est comme ça qu'en fait, ben, on leur a dit, ben oui, pourquoi pas, on peut. On est parti vraiment concrètement avec déjà la première mise en forme, je dirais, d'un espace web dédié à la présentation des parcours de la vallée du Trail, avec des systèmes d'ouverture, fermeture de parcours, bandeaux de vigilance pour qu'ils puissent vraiment administrer en temps réel les parcours et les fermer si besoin. Donc c'est parti là-dessus. Puis en fait, on a rapidement senti aussi que les territoires avaient envie de développer cette offre trail, mais avec voilà, chaque territoire a sa propre identité.
ses spécificités. Et bon, moi, ça vient de, voilà, de ma fibre développement local, de créer quelque chose pour les territoires, pas pour nous, mais pour eux. On a travaillé voilà, autour de ce concept de créer une offre au trail, mais autour de l'identité du territoire. Donc voilà, on ne fait pas la même chose partout. Il y a des territoires où on a des parcours en itinérance, d'autres, il y a du trail urbain. Alors à chaque fois, on a toujours géré des boucles, des boucles avec des différents niveaux de difficulté, mais on a toujours ces spécificités de travailler en fonction du territoire. On travaille en Bretagne sur des parcours au bord de mer qui, voilà, bon, qu'on n'a pas à Chamonix. Voilà, on a aujourd'hui, on a 13 catégories de parcours différents en trail sur les parcours permanents. Donc, ça montre, voilà, la richesse et on n'a pas les mêmes choses de partout. Donc voilà, on a senti ce besoin de travailler une offre qui corresponde au territoire. Et on a accompagné un territoire, deux territoires, trois territoires. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, ben mince, il faut qu'on puisse en faire la promotion quand même de ces territoires. Et il nous faut pour ça une identité. Et c'est là qu'est née l'identité Espace Trail pour, avoir une marque chapeau qui puisse regrouper tous ces territoires qui ont chacun leur propre identité. Mais voilà, au sein d'un réseau, voilà, on peut parler aujourd'hui au nom des espaces trail, mais dans les espaces trail, on va retrouver la vallée du trail, on va retrouver la destination trail, cœur de Bretagne, etc. Enfin, une trentaine. Voilà, c'est un réseau de territoires indépendants les uns des autres, mais qu'on fait grandir tous ensemble en même temps. Donc ça s'est construit, j'irai Donc encore en une gros, fois, pour le coup, sans business model. On a accompagné, on a répondu à la demande et on a structuré progressivement. d'accord. Donc si je résume, des territoires sont intéressés pour développer et pour mettre en lumière leur territoire par le trail, et vous les accompagnez pour créer le site internet, etc. Et tout à l'heure, tu disais que il y avait des histoires d'ouverture, de fermeture de leur espace trail. Est-ce que tu peux préciser un petit peu cet aspect-là? Comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que sur des parcours permanents de trail, donc sur un espace trail, il y a un volet qui est quand même important, le volet foncier, hein. On ne peut pas passer n'importe où, il nous faut les autorisations de passage. Et puis on a des périodes, voilà, on peut avoir par exemple des parcours situés dans un massif forestier avec une activité chasse importante à l'automne qui nécessite par exemple de fermer le parcours parce que voilà, en termes de sécurité, on ne peut pas assurer la sécurité des gens. De la même manière, voilà, les parcours en montagne, passé une certaine période, il y a de la neige, ils ne sont plus praticables. Donc il y a ces systèmes, en fait, on met à disposition des systèmes, il y a un back-office et les collectivités peuvent ouvrir, fermer les parcours, mettre des messages de vigilance sur ces parcours ou ne rien mettre s'ils ne sont pas en capacité. Dans ce cas-là, le trailer peut se renseigner, il y a un contact local, il peut appeler localement pour avoir les informations. Mais on met à disposition ces outils pour permettre au territoire de gérer leur offre. Après, sur la création de parcours permanents de trail, donc d'un espace trail, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, assez long, parce qu'il y a toute une partie ben, structurer correctement l'offre sur le territoire, créer des parcours de trail qui soient de qualité, voilà, qui passent sur des zones autorisées, etc. Donc c'est des processus plus ou moins longs. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'être en accompagnement, en expertise technique. Mais par exemple, la conception des parcours, on va travailler avec les trailers locaux. Moi, j'aime bien aussi travailler avec les randonneurs, avec les personnes du territoire qui connaissent bien les sentiers. C'est aussi l'occasion d'échanger sur les pratiques. Et donc, voilà, nous, on est là en accompagnement, mais voilà, on est là pour vraiment accompagner la démarche. Et comme je disais tout à l'heure, on va aussi sur le terrain, on va vérifier les parcours, on va collecter les données. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complet et assez sympa. J'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail de la, comment dire, euh, de la maintenance de ces parcours définitifs qu'il y a sur le territoire. Comment vous faites? Est-ce que vous avez vos propres personnels
qui vérifient les panneaux, ou est-ce que vous travaillez plutôt en sous-traitance avec les collectivités territoriales sur place? Alors non, disons que, comme je disais, c'est pas nos espaces. Ce sont les espaces, enfin, ce sont des. On développe, on accompagne la collectivité pour créer son offre trail. Donc c'est la sienne, on est là en appui technique sur la conception. Et effectivement, dans cette phase-là, il y a un point important qu'on aborde, c'est l'entretien aussi. Parce que ça ne suffit pas Mhm. de créer des parcours de trail, derrière, il faut qu'ils soient entretenus au niveau du balisage, des sentiers, etc. Donc ça fait partie des points qu'on voit avec eux pour qu'effectivement, alors il y a différents schémas, hein, parfois ils travaillent avec les associations locales, hein, il y a des conventions avec les associations locales pour qu'elles prennent part au suivi et à l'entretien. Parfois, ils ont aussi des agents techniques où ils travaillent déjà avec des entreprises sur ce volet-là. Mais nous, on n'intervient pas là-dessus. Nous, on est vraiment là, en accompagnement sur la conception. On est là en appui à la structuration globale. Mais l'entretien, c'est assuré par les collectivités. Après, voilà, on peut intervenir sur le balisage. On pourrait intervenir sur l'entretien, mais en général, enfin, c'est jamais vu parce que voilà, c'est vu localement. Et c'est ça qui fait que voilà, que l'offre elle est pérenne derrière et qu'on a des parcours qui sont durables. J'ai vu sur internet traîner par-ci par-là un appel d'offres concernant un espace trail en Bretagne en 2019, donc je crois qu'il a été mis en, Ouais. en fonctionnement, hein, cet espace trail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe la partie appel d'offres et en fait j'ai l'impression que dans le cas de la Mmh. Bretagne, c'était vous qui demandiez aux collectivités de créer un espace trail et pas l'inverse. Ah non. Alors non, quand c'est une consultation. Alors non, on n'a jamais demandé à un territoire de créer. D'ailleurs, moi, ça fait Hmm. quand même presque depuis, depuis le début de Trace de Trail et des espaces trail que je me dis il y a un potentiel en Bretagne. Je me dis c'est pas normal. En Bretagne, je connais la Bretagne, j'ai Hmm. de la famille en Bretagne et je me dis c'est une terre de trailers là-bas et je comprends pas pourquoi ça sort pas. Et effectivement, depuis 2 ans, hop, il y a plein de projets qui sortent. J'aurais bien aimé le lancer avant. Mais non, le principe, nous, on répond à la demande. D'ailleurs, il faut que ça vienne localement, en fait. C'est des projets de développement. Il faut qu'il y ait une demande locale, Mhm. sinon c'est pas pérenne dans le temps. Donc non, on demande pas. Après, dans les appels d'offres, il y a toujours une partie, le territoire va faire clairement, concrètement, dans le document, ils mettent des éléments de contexte, ils expliquent pourquoi ils mettent en place ce projet, et puis derrière, concrètement, ce qu'ils souhaitent en termes de prestations et d'accompagnement. Donc voilà, parfois, de toute façon, les territoires prennent contact avec les sociétés qui peuvent les accompagner pour déjà voir ce qui est possible de faire, etc. Mais voilà, après, la consultation, un appel d'offres, c'est vraiment, on a le cahier des charges et on y répond ou on n'y répond pas. C'est assez cadré. Et donc, on fait une réponse on établit une proposition, hein, sur cette base-là, et après, les élus choisissent le prestataire qu'ils souhaitent retenir pour les accompagner. Donc sur le cœur de Bretagne, on y est. Donc sur le cœur D'accord, de Bretagne, très on bien. a été retenu. On les accompagne depuis 2019, mais rien n'était écrit au contraire. Voilà. D'accord, très bien, bon, c'est clair. Excuse-moi, je suis un peu dans le flou sur certains aspects, notamment tous ces aspects-là, donc merci d'avoir précisé tout ça. Euh, Oui, il n'y Comment a pas tu de vois problème. l'avenir des espaces trail, des espaces trail et de trails de trail Mm. dans les prochaines années? Comment tu vois une évolution positive? Oh oui, positif. De toute façon, on a toujours cette passion, hein, en nous, hein, à la fois du trail et puis de continuer à apporter des choses aux trailers, aux organisateurs et aux collectivités. Donc oui, je le vois très positif. Positif aussi parce que on innove en permanence, on évolue en permanence. Maintenant, si tu me demandes comment je vois, c'est difficile pour moi de me projeter. Clairement, sur les espaces trail, je pense que ça va continuer de se développer parce que voilà, il y a des attentes à ce niveau-là. Nous, on fait des enquêtes chaque année auprès des trailers pour connaître aussi les attentes. Enfin, je pars du principe que moi, ma vision du trail,
n'est peut-être pas celle de tous. Donc voilà, on fait des enquêtes pour connaître les besoins, les attentes. Et la dernière qu'on a effectuée, c'est sur les séjours trail. Et clairement, voilà, il y a des attentes qui sont exprimées. Donc, on Mhm. continue de travailler là-dessus. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Nous, on continue notre développement sur les espaces trail avec ce volet aussi activité de pleine nature, hein, plus global. Je pense que c'est vraiment les deux axes sur lesquels on va continuer de progresser dans les années à venir et de développer nos structures. Mais euh, voilà, après, je suis prudente sur la projection. C'est-à-dire que on étoffe notre équipe progressivement. On n'y va pas vite parce qu'on veut maîtriser ce qu'on fait et on veut garder l'aspect qualitatif de nos prestations, de nos outils. Et voilà, on ne veut pas avoir un développement trop rapide pour bien maîtriser tout ça. Et voilà, et puis toujours travailler, je dirais, avec le cadre aujourd'hui. On ne se met pas de pression. Et c'est juste du Mhm. plaisir et voilà, beaucoup de travail, mais, mais du plaisir et on veut continuer à travailler dans ce cadre-là sans avoir plus de pression que ça. Très bien. Est-ce que tu peux, et après on aura terminé avec cette partie-là, est-ce que tu peux nous parler de l'aspect sécurité par rapport à Traces de Trail et aux espaces trail? Qu'est-ce que vous apportez en termes de sécurité? Alors on en a parlé Mhm. tout à l'heure, l'ouverture et la fermeture des sections un peu pas praticables, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mhm. l'aspect sécurité? Ouais. Alors il y a deux choses. Je dirais, il y a le site Trace de Trail, le site grand public, hein, où les gens peuvent Mhm. aller mettre des parcours, partager des parcours. À ce niveau-là, on est sur de la contribution grand public, hein. Donc, comme on disait, enfin, comme je disais tout à l'heure, on met à disposition des outils pour les gens pour évaluer la qualité du parcours, hein. On a des petits smileys, hein, qui donnent la qualité de la trace. On a aussi, voilà, l'auteur dit s'il a réalisé ou pas le parcours. On met des messageries pour permettre aux gens de poser les questions aux auteurs des parcours avant de partir. Donc à ce niveau-là, voilà, on a cette mise à disposition d'outils qui permettent aux gens de préparer leur sortie. Après, voilà, c'est à chacun aussi d'être responsable, je dirais à la fois par rapport à son niveau, ses compétences, ses capacités physiques à aller sur un parcours. Et puis, il y a aussi, une fois sur le terrain, il faut savoir aussi, à un moment parfois, hein, faire demi-tour si les conditions ne sont pas bonnes. Euh, ça nous est régulièrement arrivé en ski de rando, par exemple. Voilà, c'est pareil dans le trail. À des moments, chacun reste maître quand même de sa pratique. Et si les conditions ne sont pas bonnes, si les conditions au terrain ne sont pas réunies, il faut savoir aussi faire demi-tour. Sur les espaces trail, on met à disposition des outils, enfin, on met à disposition des collectivités des outils pour administrer, gérer les parcours. Voilà, on a développé il y a un an un module de zone de vigilance qui permet d'aller encore un peu plus loin. Notre principe, c'est voilà, on pratique dans des milieux sur lesquels il y a des acteurs, il y a des gens qui travaillent. Donc ça peut être, il peut y avoir des travaux, il peut y avoir des coupes forestières, etc., du pâturage, enfin voilà. Et donc on met à disposition aussi des collectivités des outils pour permettre en fait aux acteurs du territoire de localiser des zones où ils interviennent. Et en fait, quand ils localisent une zone, ils mettent une date de début, date de fin d'intervention, et ça va automatiquement intersecter avec tous les parcours qui passent dans la zone ou à proximité de la zone. Et ça met un message d'alerte sur le parcours. L'idée pour nous, c'est d'informer au maximum avant le danger, en fait. On est parti de ma propre expérience une fois pour faire des relevés de terrain. Ben voilà, au bout d'une heure, je vois de la rubalise parce qu'il y a une coupe forestière. Ben, ma première démarche, ça n'a pas été de me dire ah ben je vais faire demi-tour, je rentre à la maison. Ça a été de me dire comment je peux passer en fait. Et c'est là où le danger est là, c'est qu'on essaie de passer outre alors que finalement il y a un danger. Donc c'est notre démarche, c'est ça, c'est d'accompagner les collectivités à anticiper au maximum les dangers, à éviter que les gens aillent sur la zone. Malgré tout, voilà, nous on met à disposition des outils, on fait ce travail d'accompagnement. Après, c'est ce que je disais, il n'empêche qu'il faut que les gens restent responsables. Et s'il y a voilà, on ne peut pas maîtriser totalement, les
activités, peuvent pas maîtriser totalement les dangers. Il y a des choses qu'elles n'ont peut-être pas vues. Donc on a des outils de signalement. Les gens peuvent signaler un problème pour que ce soit traité. Mais voilà, on reste aussi responsable sur les sentiers. Il faut savoir faire demi-tour quand les conditions ne sont pas réunies. Très bien. Pour terminer avec ce sujet, où est-ce que si j'ai besoin d'aller voir si autour de moi j'ai un espace trail qui est existant, où est-ce que je peux aller voir les espaces trail présents sur 13 de trail principalement ou d'autres moyens? Alors sur le site espacetrail.run, espace au pluriel, on voit tous les espaces qui existent actuellement. Et donc voilà, on peut aller voir, on peut retrouver chaque espace et puis aller voir l'offre de parcours de chaque espace en détail. Sinon, on retrouve aussi sur le site Trace de Trail ou dans l'application Trail Connect, on retrouve aussi dans les filtres de recherche, on peut rechercher autour de sa position et les espaces trail ressortent aussi clairement à ce niveau-là. Donc, donc par tous les moyens, c'est possible de retrouver des parcours permanents autour de soi. Super, merci beaucoup Cécile, c'était impeccable. On va basculer sur la partie ta pratique du trail, parce que je pense que tu as certainement quelque chose à dire, hein, étant donné ton passif. Est-ce que tu peux nous rappeler tes premiers pas de trail? Tu en as parlé tout à l'heure avec ton papa. Nous Ouais. replonger un petit peu dans cette période où tu découvres cette pratique. Ouais, alors donc j'ai 18 ans, ça fait 3 ans que je cours en club, où j'ai découvert le demi-fond, j'ai découvert les séances de fractionnés et les séances assez dures, voilà, mais on va dire du demi-fond classique. Et puis ben je suis en prépa bio, j'ai la tête dans le guidon, j'arrive plus trop à sortir de ça. Et ben mon papa le dimanche matin, on s'était mis une règle, on partait courir ensemble. Et c'est là qui m'a emmené faire ma première sortie en Chartreuse, au col de la Ruchère, le truc, le petit classique, on va dire, en partant de la Corrie, du monastère de la Grande Chartreuse. Et ben là, c'était voilà ma première sortie où j'en ai bien bavé parce que bah, ça montait pas mal quand même. Et je crois que sur le moment, j'ai vraiment haï mon papa. Je me suis dit, mais dans quoi il m'embarque? Et je crois que peut-être 2 jours après, je me suis dit, en fait, c'est trop génial. Ça permet de s'évader, de sortir, d'être ben, dans la montagne, de se vider la tête. C'est dur, mais c'est sympa. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis bah, après on a fait d'autres sorties, des sorties pareil en Chartreuse au coucher de soleil. Ben enfin, c'est des moments magnifiques en fait magiques qu'on garde en soi. Hein. Et puis ben voilà, j'ai fait aussi avec des copains, on a commencé à faire des raids multisports. Mais voilà, finalement, ma pratique de la course à pied, elle a commencé à changer à ce moment-là, quand j'ai découvert le trail, parce que finalement, plus trop couru sur la route ou les crosses, etc., ça m'intéressait plus. C'était plus ce côté, aller s'évader en montagne, voilà, partager un moment. Et c'était ces valeurs-là, en fait, du trail qui étaient les plus importantes pour moi. Donc voilà, j'ai retrouvé le trail avec les raids multisports. J'ai fait mon premier trail. C'était Beldon 2000, en 2001 ou 2002, je sais plus. C'était ma première course. Et pour moi, c'était dantesque. C'était 30 km et 2000 mètres de dénivelé. C'était c'était mon Graal, quoi. Et c'était magnifique. Mais la première, ben voilà, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis pris un gros coup de bambou et parce que j'avais pas bien préparé ma course. Donc voilà, une première édition qui m'avait quand même plu. Je suis revenue l'année d'après en me préparant un peu mieux. Donc j'ai amélioré d'1 heure mon temps. Et puis ben, à ce moment-là, j'ai rencontré aussi Jean-Philippe, mon mari, qui partageait la même passion que moi. Et ben nos week-ends, c'était des week-ends sortis en montagne, sortis trail. Et voilà, donc on s'est mis à faire quelques courses, enfin régulièrement des courses. J'avais on va dire, des résultats pas trop mauvais. Donc voilà, c'était sympa. Et puis 2007, eh ben, j'ai eu Catel, ma première fille. Donc ce qui m'a fait, en fait, on a eu 3 enfants. Voilà, Catel qui a aujourd'hui 14 ans, Tiffen qui a 12 ans et puis Malo qui a 10 ans. Donc entre 2007 et 2010, je dirais ça a été un petit peu en pointillé parce que finalement j'ai pas trop couru comme il y a eu cette phase famille. Donc le trail, voilà,
Elle a été mise un Mhm. petit peu de côté. Enfin, je courais quand même un peu, mais voilà. Et puis 2012, je me suis dit, ben, je vais recourir, mais en fait, j'avais plus trop envie de faire de la compétition. Je voyais plus le côté profiter de la montagne, partir, ouais, faire des traversées de massifs, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, Red Light a lancé son team élite, et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, peut-être, voilà. Et puis je suis rentrée comme ça dans le team Red Light, ce qui m'a remis, je dirais, le pied étrier sur les courses. Et bon, ça a été génial. On a passé des très bons moments. Voilà, il y a une petite équipe qui était vraiment chouette. Voilà, c'était une très belle expérience. Et puis 2014, bah, le team Red Light s'est arrêté au moment où nous, finalement, on lançait vraiment Trace the Trail et où ça commençait à me trotter dans la tête de me dire, bah, finalement, c'est bien de lancer Trace the Trail, mais Trace the Trail, c'est quand même, enfin, c'est du trail, c'est sur le terrain. Et j'avais envie de courir finalement, en fait, montrer ce côté-là, le côté terrain. Et je commençais à réfléchir à lancer mon petit truc, quoi. Et ben, le team Red Light s'arrête à ce moment-là. Et du coup, ben, tout le monde cherchait un autre team. Et là, ben, j'embarque Yann avec moi, Yann Nourri, qui était dans le team Red Light avec moi. Et je dis finalement, Yann, moi, je vais lancer mon truc pour Trace the Trail. Si ça te tente, viens avec moi. Et on est parti comme ça, à lancer le team Trace the Trail. On a étoffé, on a gardé une petite équipe parce que l'idée, on voulait pas quelque chose de gros, on voulait juste quelque chose de convivial. Le côté chrono et place, c'est bien, mais c'était surtout ce qui nous anime, c'est de vraiment de partager des beaux moments. Et donc, on a monté une petite équipe de 4. Et voilà, depuis, on court sous les couleurs de Trace the Trail. Voilà, il y a ce côté vraiment plaisir qui nous anime. C'est super chouette. Qu'est-ce que ça apporte à Trace de Trail, le fait de créer une team? On se pose souvent la question, on voit des teams un peu partout, hein. Mm. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de particulier, hormis de la visibilité? Oh non, c'est juste, en fait, c'est juste le plaisir de se dire finalement, enfin, nous, on est des passionnés et c'est juste le plaisir ben, d'être sur le terrain, quoi. Et de dire, ben, en fait, voilà, on vous propose un site pour partager des parcours, ben, nous aussi, on en fait et on vous en propose, on vous partage notre expérience. Et c'est surtout ça voilà, qui nous anime. Au-delà, je dirais, des places. C'est vrai que moi, le team Trace the Trail, hein, il a jamais évolué, enfin peu, et c'était pas lié à des performances qui faisaient que voilà, j'ai viré quelqu'un pour en remplacer. C'était juste des moments de vie qui ont fait que ben voilà, il y avait Aline Cocard ben, qui est sortie pour des raisons personnelles. Et puis voilà, on a une petite évolution dans le team, mais je dirais depuis le départ, il y a Olivier, Yann et moi, on est les trois. On est restés parce que voilà, il n'y a pas ce côté. Moi, c'est pas le côté performance qui m'intéresse. C'est surtout le côté partage. Et je crois que de ce que j'ai ressenti enfin, des retours qu'on m'a fait, je pense que c'est ça qui a plu aussi dans notre team. C'est le côté voilà, on se prend pas trop la tête quand même. Et c'est juste le plaisir de partager des sorties et des moments et de bien rigoler ensemble aussi quand on se retrouve. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Et c'est vrai que voilà, quand je vois voilà, le classement des teams, ben, je l'ai même pas envoyé dernièrement parce que en fait, c'est pas ça que je recherche. Dans le team C'est Trace pas the Trail, l'objectif. c'est pas d'être classé dans le team au niveau national, etc., international. C'est pas l'objet, c'est pas la philosophie. Donc voilà, c'est surtout, on va dire, D'accord. voilà, le côté plaisir qu'on a développé pour nous et pour le partager avec les trailers. Est-ce que tu peux nous parler du moment où, lorsque tu as commencé participer à des compétitions de trail, le moment où tu t'es dit, ah, effectivement, il y a peut-être possibilité de performer dans ce sport. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Tu t'en rappelles? Euh, Bah, je pense dès le départ. C'est vrai que j'ai toujours eu un petit esprit compétition quand même, j'aime bien ça. Et je pense dès le départ, Beldon 2000, donc ma première course où finalement, ben, j'ai dû pas faire une mauvaise place, je vais être quatrième ou un truc comme ça. Et où je me suis dit, ben tiens, voilà. Donc j'ai toujours été animée quand même par ce côté, essayer de faire une place, quoi. Et voilà, depuis le début, voilà,
j'ai régulièrement été voilà, on va dire sur le podium ou dans le top 4. Donc j'ai pas eu un moment où je me suis dit tiens, j'ai un truc à faire. C'est naturellement, je dirais, je me suis toujours projeté un petit peu, voilà, avec ce petit esprit compétition positif, hein, qui fait qu'on essaye de se dépasser sur une course, parce que voilà, on essaie de se challenger avec les autres copines qui sont là, quoi. Est-ce que tu peux nous parler, depuis toutes ces années-là, de ton meilleur moment de trail? Est-ce que tu pourras en retenir un? Alors que ce soit en compétition, en off, Ouais. n'importe quel moment, mais uniquement lié au trail. Alors, meilleur moment, si tu me permets, j'en retiendrai deux. Un côté compétition et puis Allez, un côté je hors te permets. compétition. Parce que pour moi, il y a vraiment en fait ces deux aspects. Il y a l'aspect compétition qui permet de partager. Enfin voilà, on est dans l'événement, on est voilà, dans ce cadre qui est quand même particulier. Et puis il y a aussi le côté trail qui nous donne envie d'aller courir en montagne partout, faire ces sorties-là. Alors je dirais côté compétition, mon meilleur souvenir, je dirais, c'est l'OCC 2015 parce que c'était un peu une course folle, une course dingue qui fait qu'on finit le truc pour moi impensable après 50 bornes, finir au sprint dans les rues de Chamonix parce qu'on est à trois à se tenir les trois premières dans la même minute. Et c'est vraiment une course, voilà, c'est une course folle à la fin. Et ça, c'est un moment marquant pour moi parce que vraiment, j'aurais jamais pensé être dans un schéma comme ça parce que moi, voilà, sur une course de 50 bornes, si j'arrive avec une fille pas très loin, je propose plutôt de finir ensemble parce que voilà, c'est pour moi le trail, c'est pas finir au sprint, mais là, c'était l'ambiance et la, voilà, je reviens sur la première. Et puis en fait, je ne savais pas, mais la troisième revient aussi dessus et on se finit, enfin voilà, dans les rues de Chamonix, c'était assez rigolo. Donc un très beau souvenir. Et puis sinon, je retiendrai. Alors si, c'est quand même une course. En fait, c'est au Cambodge. J'ai fait l'Ultra Trail d'Angkor en 2018. Mais voilà, je le retiens presque même pas en course parce que c'était surtout le côté humain. C'est cette aventure, finalement, faire 64 bornes au Cambodge, mais surtout rencontrer des gens, des villageois, des enfants. Voilà, traverser ce milieu rural reculé qui a été vraiment à la fois une découverte pour moi de ce pays que je connais pas et puis de cette chaleur des gens. Voilà, c'était une très très belle expérience et je retrouve finalement les ingrédients du trail dans cette course-là, qui est à la fois le côté plaisir de courir, le côté découverte et le côté rencontre aussi, simple, voilà, et ce côté humain, relationnel. Euh, voilà. Après, j'ai plein de souvenirs sur, comme je disais, c'est à la fois ce côté souvenir de paysage. Moi, c'est vrai qu'en faisant des relevés terrain sur les espaces trail, mais on découvre des endroits mais magnifiques. On a un pays magnifique, des endroits insoupçonnés. Où on a vraiment des pépites. Donc il y a tous ces beaux paysages. Et puis c'est vrai que côté course, il y a voilà, c'est le côté dur d'effort qui fait qu'on se dépasse, qu'on se surpasse et qu'on s'étonne parfois. On ne savait même pas qu'on avait cette possibilité de dépasser ses limites. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs qui se mêlent, quoi. J'ai l'impression à t'entendre parler que tu es quelqu'un qui aime l'aspect trail dans toute sa diversité, que ce soit compète, que ce soit découverte, que ce soit relation. J'ai l'impression que tu embrasses tout ça un peu au même niveau, quoi. Je me trompe? Ah oui, complètement. C'est vrai que moi, enfin voilà, c'est même sur les courses, finalement, je dirais, c'est pas tant les résultats. Bon, enfin voilà, j'ai eu des bons résultats, mais bon, j'ai pas eu non plus, voilà, un niveau international. Mais c'est ces belles rencontres en fait que je fais sur les courses qui importent autant presque que la performance. Moi, j'ai plein de petites anecdotes et plein de voilà de gens. Moi, je me souviens toujours de ce départ du Trail des Aiguilles Rouges en 2013 ou 2014. Sur la ligne de départ, en fait, à 30 secondes du départ, Ludo appelle les filles devant et puis à côté de moi, j'ai une nana qui me dit
excuse-moi, faut partir vite ou faut partir doucement? Et là, je la regarde, je me dis, mais c'est pas possible, on part pour 50 km, 4000 mètres de dénivelé, et elle me demande s'il faut partir vite ou doucement. Et donc, et en fait, c'était Caroline Chavreau, c'était sa première course. Et j'ai compris quand elle m'a doublé au bout d'une heure avec une cadence de marche qui était assez folle. Et c'est voilà, c'est ces petites choses. Enfin, c'est rigolo. Et c'est voilà, je retiens autant voilà les performances, les paysages que ces anecdotes, que ces gens que je rencontre. Voilà, j'ai eu la chance de partager aussi nos moments avec l'équipe de France via les espaces trail. Et surtout, ben, ce que j'ai apprécié, c'est voilà, c'est rencontrer aussi ces belles personnes qu'il y a dans l'équipe de France, au-delà du côté sportif. Voilà, voilà. C'est vrai que le côté humain, pour moi, est important. Et le trail, c'est toute cette richesse, en fait, sportive, humaine, voilà, contact avec la nature. C'est tout ce qui fait la richesse du trail. C'est très beau. Je pense que tu représentes bien l'esprit trail qu'on aime. Par contre, sans transition aucune, est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment de trail, si tu devais en retenir un? Euh, alors, mon pire moment. Euh, eh ben, toc, toc, toc. Ah, c'est dur la question. Eh ben, tu vois, comme quoi, en fait, il y a beaucoup de pires moments. Parce que quand je repense, il y a des moments en course où, voilà, mais finalement, bah, tu vois, on les retient pas. Dans le trail, c'est ça, on retient que les bons moments. Non, les pires moments, oh, il y a eu une course où j'étais vraiment très mal, en fait, mais c'est parce que j'étais malade aussi. Et je le savais pas, voilà, où je me suis retrouvée vraiment au bord du chemin à devoir m'asseoir sur une pierre. Et voilà. Le pire moment peut-être pour moi, ça a été, si c'était la 6000D, ça a été le plus frustrant. J'ai en 2018, si je dis pas de bêtises, 2017. En fait, je suis quasi, non, non, pardon, ouais, je sais plus quelle année, je suis quasi en tête de la 6000D. Et ben, en fait, dans la descente, je me prends mal au ventre, comme malheureusement peut-être beaucoup de personnes. Et en fait, ça m'a complètement. Ben, j'ai perdu la course à cause de ça, alors que c'est de la descente. C'est presque le plus frustrant. On se dit, en fait, en trail, ben, il y a la montée, Hmm. c'est le plus dur. Et puis, ben, j'avais qu'à descendre. Et en fait, ben, ça montre que ben, c'est complet le trail et même la descente fait partie de la course. Et ouais, je crois que c'était peut-être le pire moment, je dirais psychologiquement, parce que en fait, je pouvais plus courir comme je courais et j'ai vu tout le monde défiler en fait, me doubler et j'ai dû finir 7-8e. Et ça, c'était frustrant. Donc, ouais, c'était pas forcément hyper agréable. Euh, voilà. Mais non, sinon, enfin, je dirais, c'est presque du détail parce que finalement, ces pires moments, je les retiens pas, quoi, parce que je retiens que les beaux. Donc, voilà. Que- quelle leçon tu en as retiré de ce moment à la 6000D là? Quelles ont été les leçons? Euh, mais en fait, alors déjà, c'est bon, voilà, c'était lié au fait que j'avais des points de côté parce que suite à mes grossesses, j'ai toujours eu un peu des points de côté et là, ça m'avait, enfin voilà, j'arrivais pas à faire partir ce point-là. En fait, ça me compressait totalement le ventre. Voilà, la leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut un peu écouter son corps à un moment donné et se soigner aussi quand il y a besoin parce que voilà, sur des courses un peu longues, et ben, ça pardonne pas. Donc voilà, j'ai fait après. Voilà, je me suis plus penchée sur ce sujet-là. Après, voilà, ce que je retiens aussi, surtout, c'est que c'est vrai que le trail, il y a le côté physique, mais il y a le côté mental qui est important. Voilà, c'est aussi se préparer, en fait, être prêt mentalement sur les courses. Savoir, voilà, faire. C'est vrai, on passe toujours par des moments difficiles sur la course, mais il faut arriver à passer outre, en fait. Et psychologiquement, voilà, être au-delà de ça. Je sais que, voilà, moi, j'ai pas, jamais fait plus de 80 km. J'ai fait une fois, je me suis alignée sur la CCC et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas pour moi. Enfin, j'étais pas encore prête pour ça. Tout simplement parce que, voilà, Mhm. j'étais dans mon timing. Je passais
les étapes, voilà, sur le temps que je m'étais donné. Alors d'habitude, je me donne pas de temps, c'était peut-être ça le problème. Mais en fait, enfin, je m'ennuyais un petit peu. J'avais pas là, sur cette course, à ce moment-là, j'avais pas cette petite motivation. Et puis surtout, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas prête à passer, enfin, ouais, à passer tant de temps dehors. Finalement, j'avais mes enfants qui m'attendaient à Valorcine. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais à courir? Tu devrais plutôt être avec eux, à passer des moments avec eux. Et voilà, j'étais pas conditionnée en fait. Psychologiquement, j'étais pas dans le truc. Mhm. Et je me rends compte que voilà, c'est autant physiquement ça allait, mais psychologiquement j'étais pas. Donc voilà, je retiens ce côté mental qui est important parce que c'est vrai que le trail, ben, on passe par des phases faciles, pas faciles. Et dans ces phases pas faciles, il faut arriver à se recentrer sur soi-même, ce qui est important. Et ça passe par une préparation quand même psychologique. Il faut être prêt, quoi. Voilà. Et je pense que ce qu'on ne dit pas aussi assez, on en parle un peu de plus en plus, mais c'est que euh, on n'est pas tous faits pour aller dans l'ultra et que certaines personnes sont plus faites pour des courses plus courtes. Et je pense qu'il faut l'entendre ça aussi. Ah, tout à fait, hein. Moi, c'est là que je me suis rendu compte, hein, que j'étais en tout cas pas prête. Peut-être qu'un jour je viendrai à l'ultra, mais en tout cas, ça me correspondait pas. Parce que effectivement, moi, j'aime bien courir sans, entre guillemets, sans me freiner. C'est-à-dire que, effectivement, passer une certaine distance, je pense qu'il faut aussi savoir préserver aussi son corps pour durer longtemps. Et ça, en fait, j'étais pas prête Mhm. à ça. Et puis voilà, moi je m'étais dit, j'avais prévu de finir à minuit, 1 heure, je sais plus. Et puis je m'étais aussi dit, ben en fait, si ça va un peu moins bien après là, en fait, je m'étais pas conditionnée à passer la nuit dehors. Et je pense que il faut, voilà, il faut être. Effectivement, l'ultra, c'est quand même assez particulier, je pense, hein. C'est pas la même course qu'un 40 km, qu'un 50 km ou qu'une distance courte. Voilà, c'est autre chose et je suis pas sûre que tout le monde y soit prêt. Effectivement, c'est très certainement une très belle aventure sportive et humaine, mais c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Et surtout ne pas le minimiser. On va basculer côté. Alors j'ai un thème un jeu de mots que j'ai inventé, qui est le moment extraordinaire. Est-ce que tu peux retenir et nous faire participer à un de tes moments extraordinaires si tu en as un? C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Allez, alors eh ben, celui qui me vient en tête, eh ben, je te dirais, il n'est pas sur les sentiers, hein. C'est avec l'équipe de France de trail, où on est sur l'espace trail du Puy-Marie qui accueille l'équipe de France. Et ben voilà, il y a l'équipe de France qui est là et je suis invitée à passer une soirée avec eux dans un petit bureau, enfin une vieille ferme en fait, à côté de Mandaille, où on passe la soirée à manger avec les anciens du coin. Et là, ben, un moment magique, extraordinaire pour moi, parce que ben, je rencontre des gens de l'équipe de France que je vois que côté, moi, sportif, hein, et que je rencontre ben, humainement, je dirais. Et ça a été un moment extraordinaire, des super moments de partage. Donc, je dirais, pour moi, ça a été ce moment un peu extraordinaire, parce que ben, j'ai partagé, et ben, c'était juste avant qu'il soit... enfin voilà, que les filles brillent, qu'Amandine Ferrato voilà, finisse deuxième au championnat du monde. Et voilà, et j'ai passé en rencontre, enfin voilà, j'ai trouvé des. Bon, je citerai pas les noms parce qu'en fait, ils étaient. Enfin voilà, il y en avait plein et je pourrais y passer 3 heures, mais en tout cas, on a passé une très Mhm. belle soirée et c'était pour moi, voilà, cette soirée représentait un peu les valeurs du trail, de partage, au-delà de l'aspect compétition, aspect sportif. Parfait. Merci de nous avoir partagé ce moment. On salue Amandine Ferrato, hein, qui est passée dans le podcast il y a plus d'un an. Donc on lui passe le bonjour. Je la salue aussi. Comment tu vois l'avenir de ta pratique, Cécile? Euh, alors c'est peut-être, enfin c'est un point délicat parce que moi je l'ai vu évoluer cette pratique.
Disons que je l'ai vu évoluer parce que moi j'étais, je dirais, il y a eu l'avant Kilian Jornet, hein, et puis l'après Kilian Jornet, l'après UTMB gagné par Kilian, où j'ai vu effectivement, comme je disais avant, le trail c'était un peu un sport de vieux. Parce que je dis, alors maintenant je suis un peu, enfin voilà, au-delà de 40 ans, je suis un peu dedans maintenant, mais c'était ça. Et en fait, avec l'arrivée de Kilian, le trail s'est vachement rajeuni. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à 20 ans, on me disait, mais oh là là, fais pas plus de 20 bornes. Enfin, voilà, un ultra, une course de 80 ou plus, c'était vraiment réservé aux gens qui, voilà, qui étaient bien, bien plus vieux, quoi. Et puis, ben, Kylian est arrivé et a complètement rajeuni Mhm. la discipline. Et on a vu aussi, moi, je trouve qu'on a vu, ben, elle a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. On voit hein, sur les courses, c'est plus uniquement collant-pipette, hein, comme avant les gens étaient voilà, on voyait juste des gens, Comment tu ouais, c'était dis? un peu une petite Colin niche quand même. Pipette? Collant pipette. Non, mais des gens affûtés avec, voilà, taillés pour vraiment la pratique, montagne, trail. Moi, je me souviens, voilà, d'être sur la ligne de départ avec Dawa Hmm. Sherpa, Corinne Faure, hein, et tout le monde est affûté. Puis à la limite, on s'échauffe même pas parce qu'on part pour 40 bornes, mais on a le temps de s'échauffer. Maintenant, voilà, la 6000D, on part, on est à 15 à l'heure pendant 4 bornes et on est dans les 100 premiers. Hein. Donc, et voilà, puis c'est aussi les gens, enfin, on sent la crème chauffante, etc. C'est une autre ambiance, mais moi j'ai vu vraiment cette évolution du trail et cette évolution aussi, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens, les physionomies sont beaucoup plus variées, je trouve ça génial. Beaucoup de gens se mettent au trail. Donc voilà, je vois que j'ai déjà vu moi à mon niveau cette vraie évolution du trail, qui peut être critiqué ou pas. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est bien que le trail se démocratise, voilà, on véhicule de belles valeurs à travers ce sport, le dépassement de soi, le respect de la nature, etc. Donc c'est chouette que voilà, que ce soit que ça se démocratise comme ça. Moi, je le vois vraiment durer dans le temps, s'amplifier parce que voilà, comme bah, je dis, on a des valeurs qui sont très positives. Et voilà, peut-être je me dis que certaines disciplines seront peut-être un peu plus ou moins en vogue. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ultra trail. Maintenant, c'est pas la majorité hein, des gens qui sont sur de l'ultra, c'est une petite partie des trailers. Je sais pas, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, on se rendra compte que d'un point de vue physiologique, il y a un impact qui est j'en sais rien parce que là, j'ai pas de données là-dessus, mais je me dis, autant le trail, moi, je vois vraiment durer. Après, je me dis, il y a peut-être des disciplines qui vont émerger, des choses dans le trail qui vont évoluer. Donc, en ça, voilà, peut-être qu'il y aura des évolutions à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, côté pratique du trail, je pense qu'il y a encore de très belles années devant nous. Moi, ce que je dis souvent, c'est que mon souhait le plus cher, ça serait que il y ait une vraie diversification, et c'est le cas de mon point de vue, hein, on le voit avec les courses plus courtes, qui est de tout, quoi, qui est de l'ultra, qui est du KV, qui est du marathon, qui est du 20 km, et vraiment que ce soit réparti, et de mon point de vue, qu'on ne considère pas que l'ultra soit le Graal de la discipline, et je pense que on y revient un peu sur cet aspect-là. Je sais pas ce que tu en penses. Oh, oui, disons qu'en fait, ce qui est bien, c'est que l'ultra, en fait, c'est le Graal, effectivement, aujourd'hui, et ça fait rêver. Moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit, ah, moi, je veux faire de l'ultra, c'est quoi tes conseils? Et puis, en fait, ça fait un an qu'ils courent ou 2 ans qu'ils courent. Je dis, mais vous avez bien le temps. Il y a plein d'autres distances qui sont en dessous et qui sont, voilà, où on s'éclate aussi en trail. Euh, Effectivement, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait cet ultra parce que ça donne quand même un peu de rêve aussi. Même moi, au fond de moi, je me dis peut-être qu'un jour j'en Mhm. ferai un. Ça permet de se projeter. Mais effectivement, il faut pas réduire le trail à ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être on pâtit peut-être un peu de ça en termes d'image auprès des autres pratiques. Moi, je le vois quand on travaille ben, Mhm. des espaces trail, quand on discute avec des randonneurs, ils disent ah mais oui, mais vous les trailers, vous courez sans vous arrêter, vous faites des grandes distances, etc. Et c'est vrai qu'on a, je pense dans le voilà en tête, on a l'image de Kilian Jornet, de ces ultra trails, et c'est vrai que c'est pas la majorité des gens qui sont là-dessus. Donc Mhm. euh, donc voilà, je pense que effectivement, peut-être que ça évoluera. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça donne des belles perspectives, mais peut-être que dans les années à venir, on va plus se jouer.
et plus mettre en valeur d'autres disciplines. Ce qu'on fait d'ailleurs dans les espaces trail, voilà, on met en avant les parcours de trail urbain, de trail nocturne, on a pas mal de catégories différentes pour jouer justement avec toute cette diversité de parcours et de disciplines qu'on a dans le trail. On est d'accord absolument. Est-ce que tu peux nous dire si tu as un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? On arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un sujet à évoquer ou un message à faire passer? Non, je pense que les messages, je pense qu'à travers voilà, cette interview, je les ai fait passer. Pour moi, voilà, le trail, c'est surtout le plaisir d'être dans la nature, de partager. Je dirais, voilà, le message que je veux faire passer aux trailers, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on soit en compétition, qu'on soit en entraînement, il faut rester quand même maître de ce qu'on fait et on évolue dans la nature, en montagne potentiellement, et ça reste des milieux où il faut savoir aussi apprécier le danger et ne pas coûte que coûte se mettre en danger. Il faut savoir aussi il y a l'aspect sécurité qui est important de mon point de vue et c'est vrai que c'est important de bien apprécier le danger et d'adapter sa pratique. Donc c'est un message que j'ai à passer, ce serait celui-là, et puis continuer à se faire plaisir tout en respectant les autres pratiquants sur les sentiers. Très bien, message passé, Cécile. Est-ce que tu peux nous dire qui tu souhaiterais voir ou entendre dans le podcast, si possible, une femme? Euh... je pense, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec elle, je pense à Maude Combarieux, avec qui j'étais dans le team Red Light. Je sais pas si Maud tu l'as Combarieux. déjà... Maude Combarieux. Non, je l'ai pas eu. Tu D'accord. l'as pas eu. Eh ben Maude, voilà, elle est dans les Pyrénées. Maude, c'était une grande, une grande, elle a eu des enfants. Elle a mis un petit peu entre parenthèses le trail et puis elle y revient. Je trouve que Maude pourrait apporter aussi un regard sympa sur le trail. Elle a vécu, je pense, des belles choses dans le trail. Et donc, ça pourrait être sympa d'avoir Maude en podcast. Ce serait cool. C'est noté, Voilà. je la contacterai de ta part, si possible. Bah oui, avec plaisir. Ça marche. On arrive à la fin de notre épisode. Je vais te poser des questions courtes. Donc l'idée, c'est que tu répondes par des réponses courtes et sans argument. Ok. Plat favori après la course? Raclette. Boisson favorite après la course? De l'eau. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Avant gel, maintenant aucun des deux. Ah bah, du coup, je vais pas te poser la question suivante. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? 2 jours. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. C'est parfait, Cécile, je te remercie énormément d'avoir passé ces 1h30 avec nous. C'était très très sympathique. On vous souhaite tout le meilleur pour 13 de trail et pour les espaces trail et puis pour tout ce que vous souhaitez. Et donc je te remercie une nouvelle fois de nous avoir rejoints. Merci bien. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Et puis, bonne continuation sur ces podcasts. C'était vraiment un plaisir de répondre. Super. Merci beaucoup, Cécile. Je te souhaite de passer une bonne journée. Puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Cécile Lefebvre, que je remercie une nouvelle fois d'être venue nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, tapez Let's Ride le podcast sur Facebook ou Instagram. Et comme je le disais en début d'épisode, si vous souhaitez soutenir le LTP, rejoignez-nous sur patreon.com/Let's Try le podcast.
Si vous souhaitez également aider le projet, eh bien n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, c'est ce qui aide le plus à faire grandir la communauté, et n'oubliez pas de noter avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!